on est très heureux de vous accueillir ici à l'Institut national du patrimoine, où l'on forme donc des restaurateurs du patrimoine, où l'on forme les conservateurs de musées, d'archéologie, de monuments historiques, cette fois-ci à Paris, où l'on développe des sessions de formation continue pour près de 1200 stagiaires par an, et où nous avons toute une activité de coopération internationale. Et avec trois zones dans le monde, une partie de la Chine, l'Afrique de l'Ouest et l'Éthiopie, et le Proche et le Moyen-Orient, dans lequel nous développons un certain nombre d'actions de formation des professionnels du patrimoine, avec comme un peu base de départ Beyrouth, où nous sommes intervenus également dans le cadre de l'urgence qui a suivi l'explosion. Je connaissais Pascal par des activités associatives autres, et nos chemins se sont recroisés à propos de Mésopotamia, à propos de toutes les entreprises qui ont été faites par Mésopotamia depuis maintenant 3 ans, pas plus. Non. Ah, en 3 ans, c'est beaucoup. et moi, j'avais l'impression que c'était plus. Et donc, depuis 3 ans, ce travail extraordinaire qui est parti, vous savez, de cet inventaire pied à pied dans le nord de l'Irak, inventaire du patrimoine des minorités chrétiennes, yézidis, juives, du nord de l'Irak, et qui finalement, à partir de ce travail-là, a essaimé vers d'autres formes. L'association Mésopotamia a signalé, je crois que vous utilisez le terme, Pascal, de lanceur d'alerte, a signalé un certain nombre de points qu'il faudrait traiter, des restaurations, replanter le bois sacré des yézidis, voilà, alors qu'il avait été détruit par Daesh. Et puis, d'autres formes sont nées, au-delà du site internet que vous connaissez tous, comme ce magnifique livre qui sort aujourd'hui, et on a vraiment grand plaisir à ce que Pascal et l'équipe de Mésopotamia viennent le présenter ici, parce que ça fait une nouvelle rencontre entre l'Institut national du patrimoine et cette association, dont on ne peut que saluer le caractère extrêmement énergique, résolu, et puis aussi la facilité avec laquelle on a à travailler avec Mésopotamia. Donc pour toutes ces raisons, on est très heureux de vous accueillir ici, et je vous souhaite une très bonne conférence ce matin. Bonne journée, et puis encore une fois, n'hésitez pas à venir visiter les ateliers après. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, merci de votre présence. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour présenter le livre de Mésopotamia. Je tiens à remercier M. Personnaz et M. Zeder. Merci beaucoup de votre accueil dans ce magnifique lieu. Nous sommes gâtés de présenter un livre sur le patrimoine en Irak avec la collaboration de l'INP. Alors effectivement, c'est un peu une aventure de venir à Aubervilliers. Mais grâce à Mésopotamia, vous venez de découvrir que la manufacture des allumettes valait le détour. Comme son nom l'indique, ce livre est une aventure. Je dirais une belle aventure humaine, qui associe une équipe en France, mais aussi en Irak. Je cite ce matin leur nom, car même si leur présence n'est pas physique, elle est au moins morale. Shahad, notre contact privilégié qui coordonne les différentes actions de nos correspondants Ibrahim, Majid, Johanna, Mati, le professeur Robin, Pascal et William. Ils sont nos yeux et nos oreilles, surtout en ce moment où les déplacements sont compliqués. Pour que cette aventure se poursuive, je souhaite remercier les partenaires qui ont cru à notre projet et qui nous permettent de continuer. Et de continuer de faire connaître cette aventure. Ceux de la première heure, comme la Fondation Saint-Irénée, l'Œuvre d'Orient, Solidarité Orient en Belgique, la région Rhône-Alpes, le ministère des Affaires étrangères et d'autres qui nous soutiennent de manière plus discrète ou en don, grâce à une collecte affectée. Nos partenaires médias, KTO, grâce à qui de belles vidéos illustrent notre site internet, RCF, avec qui nous avons animé des émissions communes, et Pèlerin, qui nous a accompagnés au lancement de Mésopotamia.
Nous avons plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Merci de votre présence. Vous l'aurez compris, ce livre devait passer par une aventure humaine avant de devenir patrimonial. Même si, c'est autour du patrimoine que cette aventure est née. Nous ne savions pas qu'il y aurait un livre, mais il nous a semblé important que ce travail, visible dans le monde entier, grâce à Internet, avec le site mesopotamiaheritage.org, puisse aussi se tenir entre vos mains, plus modestement peut-être, pour être découvert par le plus grand nombre. Nous voulions donc un beau livre, avec des illustrations qui présentent à la fois la richesse patrimoniale des communautés chrétiennes et yézidis, mais aussi la réalité des destructions de ces monuments, pour faire mémoire. Il fallait qu'il puisse être lu en France, bien sûr, mais aussi en Irak et ailleurs. C'est pourquoi nous avons fait le choix de le traduire en 3 langues. Je remercie nos traducteurs qui ont fait un travail remarquable. Et voilà, le livre était lancé. Les photos, nous les avions, les fiches détaillées étaient rédigées, les traductions, c'était bon. La frise chronologique, réalisée grâce au confinement. Les contributeurs étaient choisis. L'infographiste Grégoire Maga, qui n'est malheureusement pas là, mais que je salue aussi, car il a fait un travail intense. Il n'a pas ménagé sa peine, était mobilisé pour ce livre. Bref, tout était prêt. Il nous manquait un coéditeur pour nous aider à la distribution et à la communication. Et grâce à Étienne Piquet-Gauthier, notre fidèle soutien, nous avons eu l'honneur de pouvoir compter sur Première Partie, que je remercie et à qui je laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Ange, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on est extrêmement heureux, Clotilde et moi aujourd'hui, de pouvoir vous présenter ce livre. Comme Marie-Ange l'a dit, on est arrivé alors que le projet était déjà bien avancé, était déjà très... a été très intéressant pour nous de le découvrir à ce moment-là. Pour un éditeur, c'est toujours extrêmement intéressant quand on peut susciter un livre qui va traiter un angle mort, qui n'a jamais été traité dans le domaine de l'édition et de la recherche. Et là, clairement, sur le patrimoine irakien, il n'y avait rien qui n'avait été publié, ou en tout cas de manière aussi exhaustive et aussi bien éditée, aussi bien illustrée. Donc ça a été tout de suite une rencontre qui s'est passée, d'autant plus que chez Première Partie, c'était une histoire avec l'Irak qui durait depuis quelques années, puisque moi-même et mon associé Grégory, qui dirige avec moi Première Partie, nous avons sillonné les routes de l'Irak en 2014, 2015, 2016, dans beaucoup de ces lieux, avec plusieurs associations, Fraternité en Irak et puis la Fondation Saint-Irénée, où Grégory est parti avec Étienne à Karakoche quelques semaines après la libération. Et donc tout de suite, ça a été une évidence pour nous de travailler sur ce projet qui a été défendu par Clotilde comme éditrice valeureuse pour pouvoir gérer la coordination de tous les intervenants et à qui je cède la parole. Merci Pierre. En fait, le métier d'éditeur, c'est un peu un métier de sage-femme. L'idée, c'est d'accompagner un auteur pour que quelque chose naisse. Et là, c'était un travail très différent parce que c'était, je pense, avant tout une immense responsabilité qui m'était donnée. Parce qu'il ne s'agissait pas d'accompagner seulement un auteur, mais d'aller bien plus loin. C'était accompagner Pascal en tant qu'auteur, mais aussi toute l'équipe qui travaillait derrière lui pour se mettre au service de communautés. Et des communautés qui m'impressionnent, à la fois à travers la richesse patrimoniale, mais surtout humaine qu'elles représentent, et les souffrances qu'elles vivent et qu'elles ont vécues. Alors parfois, ça a été douloureux, surtout pour Pascal, parce qu'on ne peut pas tout dire. Et le problème, c'est qu'il ne fallait pas trahir. Quand on travaille avec un auteur sur un essai, il y a un moment, il y a un deal qui se fait entre l'auteur et l'éditeur. Et là, Pascal, il me disait, mais non, Clotilde, on ne peut pas ne pas le dire, parce que eux, là-bas. Et là, je craquais. Donc le livre a quasiment doublé dans le nombre de pages au fur et à mesure de l'aventure. Le coup des chronologies, j'ai encore eu du mal à le digérer. Mais comme je suis une ancienne prof d'histoire, j'ai accepté. Alors, merci à Pierre de m'avoir confié ce projet, à vous d'avoir eu le désir de faire ce projet. Merci pour l'aventure. Et puis, je me souviens, moi, du jour où j'ai appris la prise de la plaine de Ninive, je me suis dit, oh,
c'est tout ce que ces personnages de l'Ancien Testament qui vivaient là. Et du coup, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Merci. Et puis, j'ai un peu d'Irak dans le cœur. Et surtout, j'ai vraiment des nouveaux amis dans une mission. Voilà, c'était une mission, ce livre. Et donc, merci. Bonjour et donc bienvenue. C'est vrai que Clotilde, je ne sais pas où elle est. Clotilde est au fond. C'est vrai que Clotilde a été très courageuse. Évidemment très courageuse pour nous permettre d'accoucher de ce livre. Courageuse, téméraire, parfois colérique. Mais c'était pour mon bien. Et c'était pour le bien du projet. Je voudrais vous dire que il est particulièrement remarquable de plaider en faveur du patrimoine irakien dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ici à l'INP. Cette exemplarité, c'est d'abord celle de l'INP, dont la revue Patrimoine, qui est ici, dans sa dernière livraison, traite précisément du patrimoine d'Orient, des patrimoines d'Orient. Et c'est une revue remarquable dans laquelle vous pouvez retrouver certains des éléments que nous partageons aujourd'hui ensemble. Ensuite, je dois vous dire que lors de la journée d'études que nous avons organisée à Erbil le 29 juin 2019, les participants, chrétiens, yézidis, musulmans, tous, irakiens, kurdes ou non kurdes, ont demandé, parmi les 10 points de leur plaidoyer, ont demandé l'organisation de journées irakiennes du patrimoine. Je crois que c'est important de le souligner. Et dans le fond, ce livre est un point de convergence entre notre aspiration au patrimoine et la leur, ce qui révèle une fois de plus que le patrimoine est un langage commun au service de toute l'humanité. Passé ce préambule, j'aimerais vous proposer une intervention en 2 parties. D'abord, vous parler de la structure de ce livre, que vous pourrez avoir à la fin de cette séance. Et ensuite, vous parler d'une variété de situations auxquelles font face et que vivent les Irakiens des différentes régions et des différentes communautés que nous avons rencontrées. Ce qui me semble important de souligner, c'est que ce livre n'est pas le travail d'une seule personne. Ce n'est pas le travail d'un écrivain devant sa fenêtre avec l'océan pour tout horizon. Non, c'est un vrai travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe, y compris dans la rédaction. Certes, j'y ai pris ma part, mais d'autres y ont pris la leur. Marie-Ange de Noël signe une préface, le cardinal Barbarin également, dont le rôle a été déterminant pour mobiliser la communauté catholique et au-delà en faveur des chrétiens d'Irak. Nadmin Ali Amin, que je salue, qui est chercheur et professeur à l'université Salaheddin d'Erbil, et qui est avec nous par le cœur puisqu'elle est hospitalisée ici à l'hôpital Georges Pompidou pour une intervention très lourde. Et vraiment, je tiens à l'associer dès le début de ma présentation parce qu'elle a été déterminante. Elle a réalisé, en tant que kurde, professeur à l'université Salaheddin, elle a réalisé en 2001 une étude qui a été publiée à la Sorbonne sur le patrimoine chrétien du Kurdistan et de la plaine de Ninive. Une thèse qu'elle a présentée notamment sous la direction du professeur Jean-Michel Thierry, feu Jean-Michel Thierry. Je voudrais aussi évoquer en quelques mots le professeur Joseph Yacoub, politologue, syrien, né à Hasake, dans l'est de la Syrie, aujourd'hui occupé par la Turquie, occupé militairement par la Turquie, où il y a des communautés chrétiennes, assyriennes, syriaques orthodoxes, où est né Joseph, il y a pratiquement 70 ans, un peu plus. Joseph vit en France depuis pratiquement 50 ans. Et c'est en tant que politologue, réfugié syrien en France, titulaire de la chaire des droits de l'homme de l'Université catholique de Lyon et spécialiste du patrimoine, qu'il a également été l'un des contributeurs de ce livre. Je voudrais évoquer également Christian Canuyé, le président de Solidarité Orient, cette ONG belge qui est un peu le pendant de l'œuvre d'Orient mais en Belgique. Christian Canuyé qui est, a priori, est coptologue
mais qui s'est initié à l'assyriologie de manière progressive et de manière amicale avec tout un réseau d'amis qu'il entretient en Belgique. Et je voudrais naturellement citer Charles Personnaz, directeur de l'INP, non seulement parce qu'il nous accueille dans cet endroit magnifique, mais aussi parce qu'il est, depuis l'origine, l'un des porteurs de ce projet Mésopotamia, auprès de différentes institutions, dans l'espace public, mais aussi auprès de l'œuvre d'Orient, dont il est un conseiller éminent. Et je voudrais ajouter à cette liste une personne qui n'est pas nommée ici dans ce livre, mais en tout cas dans cette page-là, mais plus tard dans le déroulé du livre. Il s'agit de Birgül Akşildiz, qui est une Kurde, qui habite à Diyarbakır et qui est une spécialiste du patrimoine yézidi du Moyen-Orient. Birgül qui a été co-auteur, ou co-autrice, c'est selon, co-auteur de toutes les notices patrimoniales que nous présentons sur le site et dans ce livre, de toutes les notices patrimoniales yézidis et d'une partie de la collection photographique. Voici pour les contributeurs. Il faut que je vous dise que pour parler d'Irak, il nous faut parler naturellement de géographie. Car l'Irak s'inscrit dans un espace qu'il nous faut situer, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais un espace malgré tout assez complexe. À l'est, l'Iran, à l'ouest, la Syrie, au nord, la Turquie, au sud, l'Arabie saoudite, le Koweït au sud-ouest, et au nord-nord-est, le Caucase. Et la plupart de ces pays, exception faite de la Jordanie et relativement du Koweït, la plupart de ces pays qui environnent l'Irak sont des pays en crise, et l'Irak, de fait, n'y fait pas exception. Donc il nous a fallu dans ce livre, puisqu'il s'agit d'un livre grand public, situer l'Irak dans son environnement. Mais aussi situer les provinces dont nous parlons dans l'actualité, les provinces irakiennes. Par exemple, la province du Kurdistan d'Irak. Je salue ici la présence du représentant du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak. La province de Ninive, grande province dont nous avons abondamment parlé du fait des crimes commis par Daesh dans cette région. La province de Kirkouk, où existe un patrimoine chrétien défendu ardemment par Monseigneur Youssef Thomas Mierkis, que nous présentons dans ce livre. Bagdad et sa province, naturellement, où se concentrent les problèmes politiques, économiques, confessionnels et patrimoniaux. Pour tout vous dire, nous n'avons pas exploré le sud, Bassora, parce que l'opportunité ne nous a pas été permise lorsque nous avons réalisé la quinzaine de missions que Mésopotamia a accomplies sur place, avec l'aide notamment, la précieuse aide de Pauline et Jean Bouchaillet, qui sont ici présents. Donc voilà, l'Irak dans son contexte géographique. Et puis aussi, l'Irak dans l'espace et le temps. L'espace, nous venons d'en parler, et le temps, c'est un temps long. Ça n'est pas simplement le temps de Daesh, l'Irak. Ça n'est pas simplement le temps des persécutions. L'Irak, c'est aussi un temps qui commence pendant l'Antiquité et qui se prolonge aujourd'hui. L'Irak, la Mésopotamie, c'est d'une certaine manière notre héritage et l'héritage de l'humanité. Les premières cités-États, la planification agricole, l'irrigation, le droit avec le Code Hammurabi, l'astronomie, le système sexagésimal pour l'heure et le calcul des degrés. Tout ceci nous vient de Mésopotamie. La mythologie, l'Ancien Testament, qu'a évoqué Clotilde il y a quelques instants. Tout ceci nous vient de cet espace qui finalement est très petit, et c'est ça qui est remarquable, la Mésopotamie. J'oubliais même l'écriture qui est fondamentale pour la transmission des connaissances et le partage du savoir entre tous. Tout cela, c'est en Mésopotamie que cela a été créé depuis 10 000 ans. Et donc nous le résumons dans une frise chronologique qui présente 3 parties. Une première partie avec cette ligne temporelle qui est en bleu, du bleu clair au bleu foncé, qui illustre l'évolution politique de la Mésopotamie, depuis les royaumes antiques, d'Our,
de Sumer, d'Akkad, de Babylone, et ainsi de suite, jusqu'à l'époque hellénistique, en passant par la dynastie abbasside, l'Empire mongol, l'Empire ottoman, le mandat britannique, la monarchie, la République Saddam Hussein, et ainsi de suite. Cette ligne politique temporelle. Au-dessus, un certain nombre d'événements clés dans l'histoire globale, dans l'histoire de l'humanité, qui ont eu une influence, je dis bien une influence, sur l'Irak. Et en dessous, un paysage confessionnel de l'Irak, où l'on découvre que les Yézidis sont nés pratiquement 5000 ans, ou revendiquent leur naissance pratiquement 5000 ans avant notre ère, avant donc l'histoire juive, qui, elle, ne revendique sa naissance que quelques 4 millénaires avant notre ère. C'est pour vous dire, la comparaison n'a pas de grand intérêt, si ce n'est pour dire que les Yézidis s'inscrivent, tout comme les Juifs, s'inscrivent dans un temps long. Et c'est ce temps que nous honorons également à travers le travail que nous accomplissons et que nous vous montrons dans ce livre. Les Yézidis, les Juifs, mais aussi les chrétiens, avec la très grande Église de l'Orient, qui fut l'une des plus grandes églises missionnaires dans le monde jusqu'au Moyen-Âge, qui fut, d'un point de vue géographique même, plus importante que l'Église catholique, du point de vue de son expansionnisme missionnaire, mais qui aujourd'hui n'est plus rien d'autre, entre guillemets rien d'autre, mais tout de même, qu'une simple Église-nation, une simple Église communautaire. Et puis bien sûr l'apparition de l'islam et l'impact de l'islam sur les communautés et les Irakiens. Voilà donc l'espace et le temps. Ce livre est organisé non point par communauté, mais est organisé par région. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc chaque région est introduite par une petite cartographie que vous avez ici, par exemple la province de Ninive, avec les villes clés, où nous sommes allés explorer un certain nombre de monuments qui sont géolocalisés sur cette carte entre le Tigre et le Grand Zab, dans la plaine de Ninive et autour du mont Makloub, et également aux frontières des montagnes du Kurdistan, avec d'ailleurs Erbil, que vous voyez ici, pour capitale du Kurdistan d'Irak. Et dans ces provinces, nous présentons les villes donc, les monuments de ces villes, et par exemple, la ville de Kheder Elias, où Daesh s'est acharné sur un monument très important dans l'histoire chrétienne assyrienne, c'est le couvent de Malbenam et Sarah, dont Daesh a fait exploser le mausolée. Nous proposons donc dans ce livre une notice synthétique de ce couvent, à travers tout à la fois sa communauté d'appartenance, syriaque catholique, dont vous pouvez voir qu'il existe un texte introductif dans une page qui est dédiée, le monument qui est localisé sur la page que nous avons vue précédemment, un texte en français. Celui-ci est relativement important puisque le monument est d'importance et qu'il est attaché à la christianisation de la Syrie. Une photographie de ce monastère. Le même texte, mais en anglais, avec des illustrations photographiques, dont le mausolée que vous voyez ici en cours de restauration, restauré par l'architecte Guillaume de Beaurepaire, qui est ici présent, que je salue et que je remercie, avec son épouse et leur bébé. Guillaume de Beaurepaire qui est intervenu en lien avec l'organisation Fraternité en Irak et avec un financement de la Fondation Alif avec laquelle Mésopotamia travaille. Et puis ce même texte dont nous avons parlé, ce même texte est également présenté en langue arabe, parce qu'il nous semblait naturellement, ce patrimoine étant aussi un patrimoine de langue arabe, tout comme il est d'ailleurs de langue kurde, ce patrimoine devait être nécessairement présenté dans différentes langues de travail et de communication. Indépendamment de cette présentation géographique, par province, par ville et ainsi de suite, nous proposons des focus communautaires. Par exemple, les Chaldéens. Qui sont les Chaldéens ? Donc nous proposons au fur et à mesure du livre des textes explicatifs sur ces différentes communautés. Voici le texte dans les 3 langues, français, anglais, arabe, avec quelques villes témoins de cette communauté chaldéenne. Ici, par exemple,
la ville de Karemles, et le monastère de Karemles, qui est érigé au sommet d'un tel à l'intérieur duquel Daesh avait creusé des galeries pour pouvoir contrôler la région environnante. Nous proposons aussi un texte sur les Yézidis, également dans les 3 langues, texte rédigé principalement par Birgül Akşildiz et que j'ai modifié avec les apports du terrain, où l'on peut voir aussi le centre spirituel de l'Alej, qui est le haut lieu spirituel des Yézidis dans le monde, un endroit remarquable à la frontière du Kurdistan, et naturellement un texte en 3 langues pour présenter cette communauté. Et je dis bien pour présenter cette communauté parce que lorsque nous parlons de patrimoine, nous ne parlons pas seulement de pierre, de béton, de joint, de ciment. Nous ne parlons pas simplement de marbre, nous parlons aussi de pierres vivantes, c'est-à-dire des hommes, des femmes et des enfants qui donnent vie à ce patrimoine. Le patrimoine n'a de sens que parce qu'il y a une vie dans et autour de ce patrimoine. Et donc, par exemple, des récits de vie, des récits en images. Ici, par exemple, un petit enfant yézidi qui vient de se faire baptiser, car on pratique le baptême chez les yézidis. La communauté juive aussi, très importante notamment dans le Kurdistan, à Al-Kosh en particulier, où se trouve le monastère du prophète Naoum, l'un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, et où l'on trouve encore la tombe du prophète Naoum, et où l'on découvre que les gens d'Al-Kosh, qui sont aujourd'hui des Chaldéens, des chrétiens, se revendiquent comme étant à l'origine des populations juives. Ce qui dit, d'une certaine manière, l'héritage de cette Mésopotamie, et donc la continuité de cet héritage aujourd'hui au XXIe siècle. Avec ici Sharzad Mamsani, un représentant de la communauté kurde, de la communauté juive dans le Kurdistan d'Irak, puisque le Kurdistan d'Irak dispose sur son territoire d'une représentation officielle juive. Et ce monument, la tombe du prophète Naoum, voilà, qui était dans cet état lorsque nous l'avons visité, et qui est en cours de rénovation, peut-être même que la rénovation est achevée à ce jour, vous pourrez peut-être nous en parler, M. Rewan. Voilà, une rénovation à l'initiative de plusieurs organisations patrimoniales, dont une organisation tchèque. Les Arméniens, présents en Irak depuis bien longtemps, car les Arméniens ont été des missionnaires dès les débuts du christianisme, notamment dans la région d'Erbil, avec un texte naturellement sur cette communauté, et puis quelques lieux et monuments de cette communauté. Ici, par exemple, le village de Havresk, avec son maire, M. Mourad Vartanian, le village de Havresk, qui a été créé par les descendants du génocide des Arméniens, lorsqu'ils se sont installés dans cette partie de la Mésopotamie. Et un village dont, il faut le dire, certains de ses membres ont organisé un groupe de résistants armés qui partaient combattre contre Daesh, car ils étaient animés depuis toujours, de par leur histoire, de cet esprit de résistance et de combativité. Avec l'église de ce village, l'église Subsarkis, la croix de pierre, caractéristique de l'art sacré arménien. J'aimerais aussi vous dire que, à travers cette modeste page, qu'il s'agit bien d'un livre grand public. Mais ce livre grand public n'aurait jamais pu être écrit, et le projet mésopotamien n'aurait jamais pu être conçu, s'il n'y avait eu l'apport fondamental du père Jean-Maurice Fier, dominicain, très grand orientaliste, qui a vécu une vingtaine d'années en Irak, qui est l'auteur d'une œuvre monumentale nommée Assyrie chrétienne, publiée en 3 volumes, et publiée au Liban, à l'Institut des Lettres orientales, entre 1965 et 1968. Et ce n'est qu'à la fin des années 90 que le travail de Jean-Maurice Fier a été traduit en langue arabe. Et donc,
il n'y avait, à l'exception de quelques travaux académiques en langue française, mais à Beyrouth, ou des thèses présentées ici en France, il n'y avait pas de livre grand public et illustré sur le patrimoine des communautés irakiennes. C'est donc, d'une certaine manière, la prétention de notre ouvrage, si l'on peut parler ainsi de prétention, que de s'inscrire dans un temps qui n'a, jusqu'à présent, jamais été inscrit sur les pages d'un livre grand public. Et donc ce livre est, à nos yeux et pour nous, une incarnation même de l'histoire. Je passerai sur les remerciements chaleureux auprès de tous les partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début et qu'a évoqué admirablement Marie-Ange. J'aimerais rajouter néanmoins deux organisations importantes. D'une part, l'organisation Hammurabi de défense des droits de l'homme, qui est présente sur tout le territoire irakien avec laquelle nous travaillons. Et d'autre part, le site Archéologie du Proche-Orient, dont un représentant est ici avec nous, Thomas Sagori, et je vous remercie mille fois de nous faire l'honneur de présenter Mésopotamia sur le site Patrimoine du Proche-Orient, qui précisément, comme Mésopotamia, s'intéresse à la longue histoire, pas l'histoire seulement présente, mais l'histoire qui commence il y a 10, 8, 7 000 ans avant notre ère, et qui se poursuit aujourd'hui à travers les travaux d'un certain nombre de chercheurs. Vous me permettrez aussi d'évoquer l'action remarquable de la Fondation Saint-Irénée dans un certain nombre de domaines qui, depuis 2014, donc en 6 ans seulement, investit tout à la fois dans l'aide matérielle, dans l'aide fraternelle et dans l'aide spirituelle auprès de toutes les populations irakiennes, chrétiennes, yézidis et musulmanes, c'est-à-dire en faveur du bien commun. Et vraiment, j'insiste sur le fait que la Fondation Saint-Irénée a été moteur dans le projet Mésopotamia et continue encore aujourd'hui à être déterminante pour l'avenir de ce que nous entreprenons et de ce que nous croyons nécessaire d'entreprendre en faveur du bien commun. J'aimerais vous parler en moins de 10 minutes des situations variées que nous pouvons rencontrer en Irak, et des situations qui sont liées notamment à la présence de Daesh et la guerre contre Daesh. J'aimerais tout d'abord vous parler de la ville de Bardida, de son nom turco-ottoman Karakosh, de son nom syriaque Bardida. Bardida où autrefois habitaient 50 000 Syriaques catholiques, une communauté de 50 000 Syriaques catholiques sur 150 000 Syriaques catholiques dans le monde entier. Autrement dit, Bardida était la capitale de cette communauté. Non seulement elle en était la capitale, mais l'église que vous voyez ici, l'église Al-Tahira de Bardida, était la plus grande église syriaque catholique du monde, et donc de cette communauté. Cette église a été, vous pouvez le voir sur ces images, totalement incendiée par Daesh. Sa cour a été transformée en champ de tir. Les piliers de cette église, les murs noircis par la suie de l'incendie, ont fait parfois jusqu'à éclater les marbres. Voici l'église que l'on pouvait voir en 2008 lorsque je me rendais en Irak à cette époque-là. Voici la même église en 2017, certes brûlée, mais regardez, une vie communautaire a repris. Une vie communautaire et une vie heureuse. Ici, par exemple, à travers cette photographie qui illustre le temps de Noël en décembre 2017, ma photographie préférée sans doute, qui n'est pas de moi, qui est de Pauline Bouchaillet. Merci Pauline. Et puis bien sûr, la fraternité que nous partageons à chaque fois que nous voyageons et que nous réalisons nos missions, la fraternité entre nous, ici, et eux, là-bas. Finalement, il y a comme une unité. Ce qui fait qu'on ne peut plus parler d'eux et de nous. Mais ce qui fait qu'on peut parler d'humanité, de bien commun, de sens commun, de partage, de fraternité et de connaissance. Et toujours des moments de joie,
et ça c'est tout à fait caractéristique des populations qui courbent l'échine au fur et à mesure que l'histoire les fait ployer, eh bien, dès que l'opportunité se présente, ces populations qui courbent l'échine se redressent et sourient. Nous sommes ici encore à Bardida. Permettez-moi de parler des Yézidis, notamment dans la plaine de Ninive et dans un village qui s'appelle Bazani, où nous avons fait notre travail de collecte d'informations. Mais Bazani, qui présente une caractéristique assez singulière, c'est que Daesh s'est acharné non seulement sur le patrimoine monumental, le patrimoine de pierre, le patrimoine bâti, en détruisant à l'explosif les 12 mausolées yézidis de Baashika et de Bazani, mais Daesh s'est également acharné sur le patrimoine naturel, c'est-à-dire les arbres. Charles Personnaz l'a évoqué en introduisant cette rencontre. Le patrimoine naturel de Baashika et Bazani est un patrimoine d'oliviers, des oliviers sacrés pour les yézidis. 90 000 arbres qui, pour beaucoup, ont été brûlés par Daesh. Dans le souci stratégique, idéologique et totalitaire de détruire des civilisations, non seulement en détruisant les hommes et les femmes, mais en détruisant ce qui caractérise leur civilisation, c'est-à-dire en détruisant leur patrimoine. Eh bien, Abazani, Mésopotamia, a agi comme organisation lanceur d'alerte. Nous avons donc alerté la Fondation Saint-Irénée et la Fondation Alif à Genève, qui donc se sont réunis pour prendre en charge la revitalisation d'un des vergers d'oliviers qui se trouve à Bazani, avec 4000 arbres, dont 800 brûlés et 3200 sévèrement endommagés. Et donc ces deux fondations se sont réunies pour collecter et proposer les sommes nécessaires à la revitalisation de cet espace, c'est-à-dire la création d'un clos de plusieurs milliers de mètres de long, la réfection des canalisations pour l'irrigation, naturellement, et puis les replantations d'arbres morts et le nettoiement des arbres endommagés. Et donc ça, c'est typiquement le rôle de Mésopotamia, que de permettre à des organisations qui en ont les moyens de faire ce qu'il est nécessaire de faire. Et nous accompagnons ce processus puisque nous sommes dans le conseil de surveillance qui gère un peu ce projet. Je voudrais vous parler de Sinjar. Sinjar où Daesh s'est acharné sur les Yézidis en commettant à leur rencontre un génocide. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que Daesh a méthodiquement planifié ou tenté de planifier l'extermination totale des Yézidis, non seulement de la plaine de Ninive, mais aussi et surtout de Sinjar. Il y avait 400 000 Yézidis qui habitaient le massif de Sinjar sur une population de 600 000 Yézidis en Irak. Ces 400 000 Yézidis ont pris la route de l'Exode, sont allés vers l'ouest, ont franchi la frontière syrienne qui est à quelques dizaines de kilomètres, sont remontés le long du bec de canard syrien pour finalement revenir dans le nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan, notamment à Zahro, Feshrabur et dans d'autres régions. Et Daesh a pourchassé les personnes qui étaient sur le chemin de l'exil, mais avant de les pourchasser, Daesh a cherché à éliminer le plus possible de Yézidis, tous ceux qui leur tombaient sous la main. Et les corps sont progressivement retrouvés dans des fosses communes. Donc Daesh a liquidé une partie des Yézidis, et par ailleurs, Daesh a également kidnappé des milliers de jeunes filles qui, pour une partie, sont rachetées. Je dis bien rachetées, puisque c'est ainsi qu'il faut faire pour obtenir le retour de ces jeunes filles dans leur foyer. Je voudrais évoquer le cas de Mossoul, que je crois être la Jérusalem de Mésopotamie. Tant Mossoul est attaché à une histoire antique, les ruines de Ninive, l'histoire aussi de la communauté juive, puisque vous le savez et vous le découvrirez à travers la frise chronologique, il y a eu 2 déportations
des Juifs en Irak, une déportation à Ninive, et puis ensuite une déportation à Babylone, tant et si bien d'ailleurs qu'une grande partie de l'Ancien Testament a été écrite en Mésopotamie. Et donc, à Mossoul, où se trouvent les ruines d'un certain nombre de palais assyro-babyloniens, mais aussi de synagogues et de lieux juifs, vous avez aussi les traces de la présence chrétienne. Par exemple, cette église, qui est l'église Saint Thomas, Mar Thomas, des Syriaques orthodoxes, où, selon la tradition, l'apôtre Thomas serait passé alors qu'il était en cheminement vers l'Inde. Saint Thomas est de fait l'apôtre évangélisateur de l'église de l'Orient, et donc le fondateur de cette église. Eh bien, cette église a été vandalisée, mais pas détruite par Daesh, et tous les visages représentés ici, par exemple, autour de cette porte royale, cette porte sainte, tous les visages ont été burinés, puisque, vous le savez, je ne vous apprends rien, Daesh est iconoclaste. L'église Mar Thomas des Syriaques catholiques, cette église devait être détruite par Daesh, mais Daesh n'a pas eu le temps. Certes, il y a eu des actes de vandalisme, l'autel sous baldaquin a été vandalisé, les abords de l'église, l'intérieur de l'église ont été vandalisés, les marbres ont été volés, mais Daesh n'a pas eu le temps de détruire et de faire exploser cette église, où la vie renaît. Et vous voyez ici, nous sommes le 3 juillet 2019, au cours de la fête de Saint Thomas, où je me trouvais en présence de Loïs de Pamplonne, qui était le correspondant de l'œuvre d'Orient, Loïs que je salue, que je ne vois pas. Loïs qui est... Il est au téléphone. Dommage. Vous lui direz quand on a parlé de lui. Et donc la fête de Saint Thomas, ce qui permet de montrer que, là aussi, à Mossoul comme ailleurs, la vie renaît à chaque fois que l'opportunité est donnée à ces communautés martyrisées. Je dois ajouter, d'ailleurs, en ce qui concerne cette église Mar Thomas, que les autels, l'autel principal, le maître-autel et les autels latéraux, puisqu'il y a systématiquement 3 autels dans les églises irakiennes, je dis église irakienne par simplification, eh bien, ces 3 autels ont été restaurés par nos amis Guillaume et Laure de Beaurepaire, qui ont aussi restauré, vous le savez, le mausolée du monastère de Malbenam. Donc merci encore à vous pour ce que vous avez fait. L'église Al-Tahira des Syriaques catholiques de Mossoul, l'ancienne et la nouvelle, si je vous montre ces ruines, c'est pour vous dire, au-delà du caractère saisissant, c'est pour vous dire qu'il y a un projet de reconstruction de cette église en lien avec l'UNESCO et sur un financement des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis investissent pour la reconstruction d'un certain nombre de monuments, notamment à Mossoul. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un fait isolé de la part des Émirats arabes unis d'agir en faveur de la restauration patrimoniale en Irak, puisque les Émirats arabes unis interviennent de la même manière dans d'autres pays de la région. Mais là, clairement, les Émirats donnent les moyens nécessaires à l'UNESCO et à la Fondation Alif pour restaurer ce qui peut l'être, dans le temps qui peut l'être. Or, les dernières informations que j'ai obtenues ce matin même me permettent de dire que tout est à l'arrêt actuellement, pour 2 raisons principales. D'abord le Covid, puisque l'Irak est très affecté par la pandémie, et puis d'autre part le système clanique à tendance corruptrice, qui fait qu'il est particulièrement difficile d'obtenir ne serait-ce que de simples autorisations de toutes les structures, administrations, organisations et clans concernés par la reconstruction du dit bâtiment. Donc les projets existent, ils sont bien plus que dans les cartons, ils commencent à voir le jour, mais ils se heurtent à un certain nombre d'obstacles, malheureusement. L'église Notre-Dame de l'Heure de Mossoul est une église très importante parce que,
construite au XIXe siècle, elle fut le lieu de résidence de la première imprimerie irakienne, là où, pour la première fois, a été imprimée en arabe la Pshita, la Bible syriaque. Non seulement cela, mais d'autre part, vous avez ici un campanile avec une horloge offert par l'épouse de Napoléon III, la princesse Eugénie de Montijo, qui, en lien avec le consul de France à Mossoul à l'époque, a donc offert ce campanile et cette horloge à 4 cadrans, aux 4 points cardinaux, et qui, parce qu'elle était un croisement central de la vieille ville de Mossoul, du coup donnait l'heure à toute la ville. Et donc ce campanile est, à Mossoul, d'une importance égale au minaret penché de la mosquée Al-Nouri, minaret penché qu'a détruit Daesh. Donc il y avait 2 grands symboles, 2 grands campaniles, ainsi peut-on les appeler. D'une part le minaret de la mosquée Al-Nouri détruit, d'autre part ce campanile dont les 4 cadrans et son mécanisme ont été volés par Daesh. Eh bien, là aussi, il y a un projet de restauration financé également par les Émirats arabes unis, mais qui est actuellement à l'arrêt, faute de pouvoir concrétiser ce qui a été décidé en haut lieu. Néanmoins, il y a un gardiennage existe de cet édifice, et ce gardiennage est financé par ce dispositif international en attendant que les travaux commencent. Un lieu très important, non pas dans la vieille ville de Mossoul, mais à l'est, sur la rive orientale du Tigre, Mossoul-Est, l'église Al-Bishara. L'église Al-Bishara qui a été totalement détruite par Daesh. Vous voyez ici ce qui reste de l'église, mais reconstruite par un collectif de 3 organisations. La Fondation Saint-Irénée qui a pris en charge la résidence étudiante, qui se trouve de l'autre côté de cette image, le presbytère qui a été pris en charge par l'organisation Fraternité en Irak, par l'œuvre d'Orient, pardon, et l'église dont la reconstruction a été prise en charge par l'organisation Fraternité en Irak. Eh bien, vous constatez que ce lieu est devenu un lieu de vie, là où, il y a quelques années seulement, on ne voyait que destruction et mort. Ce qui veut dire qu'il est possible de reconstruire, il est possible de revenir, et le Père Emmanuel que vous voyez sur cette photographie, le Père Emmanuel, loge la plupart du temps dans son presbytère, à Mossoul. Et j'ai donc appris ce matin même, par l'intermédiaire de Monseigneur Najib, évêque chaldéen de Mossoul et Accra, qu'il y a à ce jour une 50aine de familles chrétiennes qui sont rentrées à Mossoul. Et Monseigneur Najib lui-même pense revenir très rapidement à Mossoul lorsque le presbytère de l'église Saint-Paul sera rénové. Il espère donc se réinstaller durablement. J'aimerais évoquer le Kurdistan qui a été une zone de refuge pour les chrétiens de la plaine de Nénive et de Mossoul qui étaient persécutés, qui est encore d'ailleurs, Erbil, une zone de refuge où se trouvent encore de très nombreux chrétiens, qui, certes, pour certains, sont revenus dans leur village, mais pour d'autres attendent que la situation soit stabilisée, car elle ne l'est pas du point de vue sécuritaire, et que l'économie puisse redémarrer, puisque l'économie est aux abois en Irak. Je passerai rapidement sur quelques villages assyriens. Baretmé. J'aimerais évoquer Baretmé parce que je voudrais insister sur le fait que les destructions patrimoniales ne sont pas l'exclusivité de Daesh. Daesh a une stratégie de destruction avec une finalité. Tandis que dans les années 80, Saddam Hussein a détruit des centaines d'édifices, parmi lesquels la plupart étaient des édifices chrétiens. Parce que Saddam Hussein a créé un no man's land de 20 km aux frontières de son pays avec l'Iran, la Turquie et la Syrie. Et en créant ce no man's land, il cherchait non seulement à se protéger des voisins, mais aussi
a mené sa guerre contre les populations kurdes, et en menant cette guerre contre les populations kurdes, il détruisait aussi les villages chrétiens et le patrimoine chrétien. Et par ailleurs, il cherchait aussi à coloniser l'ensemble de cette région en déplaçant des populations arabophones du sud de l'Irak vers ces régions du Kurdistan. Donc Saddam Hussein avait aussi une stratégie qui n'était pas une stratégie totalitaire, mais une stratégie militaire, coloniale. Et dans le fond, Saddam Hussein a détruit bien plus de patrimoine que ne l'a fait Daesh. C'est important de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est l'histoire dans son ensemble. Il ne faut pas éluder une page d'histoire au profit d'une autre, il faut prendre l'histoire comme un tout global. Voici donc ici le père Gorgis Yako, curé de l'église de Bachetme, qui pose devant les ruines du monastère Mar Daniel, détruit en 1988 par l'armée de Saddam Hussein. Et l'on peut dire la même chose du village de Dere, dans la montagne kurde près d'Ahmadiyya. Le monastère de Dere qui est attaché, le monastère de Maraodisho et Markardar de Dere, qui est attaché à l'une des traditions primitives de l'évangélisation de cette région, monastère qui a été détruit en 1987 par l'armée de Saddam Hussein. Mais comme vous le voyez, reconstruit. Et j'ajoute que les communautés sont revenues. Et puis j'aimerais parler de Bazian, quelques mots de Bazian, pour saluer Vincent de Roche, puisqu'il y a des coopérations scientifiques et culturelles, patrimoniales, qui existent entre la France et l'Irak. Merci, Monsieur de Roche, d'être présent parmi nous, puisque Monsieur Vincent de Roche a été le co-directeur des fouilles de Bazian, avec Narmin Ali Amin, au début des années 2010-2011, voilà. Et grâce à vous, justement, a été révélée cette église, sans doute de l'église assyrienne de l'Orient, avec une caractéristique assez singulière, c'est la trace rare d'un béma en pierre, c'est-à-dire là où se prononçait la liturgie, avant la liturgie eucharistique, c'est la liturgie de la parole qui était honorée ici sur ce béma de pierre, face au sanctuaire, et le béma et le sanctuaire étaient reliés par un petit couloir qu'on appelle le shkakuna. Et vous avez révélé cette architecture qui est pratiquement unique. Souvent, on la découvre en bois, plus souvent en bois qu'en pierre, et voilà. Et vous avez même dressé avec vos collègues irakiens le plan de ce fortin à l'intérieur duquel se trouve cette église. Malheureusement pour les chercheurs, la protection du site n'est pas garantie, en conséquence de quoi vous avez ici des bergers avec leurs troupeaux qui passent à l'intérieur même du site archéologique et qui paradoxalement le détruisent après qu'il eût été révélé. Deux mots sur Bagdad, et je m'en arrêterai là. Bagdad où, pour les Arméniens présents dans cette salle, Bagdad où se trouve à ce jour, encore à ce jour, la plus vieille église encore en activité. C'est une église du XVIIe siècle. Je vous passerai sur les détails de la création de cette église, qui sont sujets à caution. Néanmoins, cette église existe, même si elle a été copieusement rénovée, réformée, reconstruite, au point qu'elle n'est pas très élégante. Néanmoins, elle existe, et on peut voir ici l'intérieur de cet édifice, avec, naturellement, les membres de la communauté arménienne. Et j'en terminerai avec cette église qui est une église tout à fait symbolique, puisque c'est ici, au cours de la Toussaint 2010, le 31 octobre 2010, qu'a été commis un pogrom dans l'église Saïdat al-Najat de Bagdad, qui a été commis un pogrom contre la communauté chrétienne qui s'y trouvait. Un commando de 5 à 15 personnes a pénétré dans le site, avec armes et explosifs, a assassiné une quarantaine de personnes,
Et la conséquence de tout cela, c'est que sur les 14 000 Syriaques catholiques qui habitaient Bagdad, il n'y en a plus que 1000 aujourd'hui. Mais 1000 personnes qui sont vraiment mobilisées et unies pour revitaliser ce lieu et pour renouer avec la vie chrétienne à Bagdad. Ça me semblait important de vous le montrer, de vous montrer cette histoire non pas à travers des images douloureuses, doloristes, mais à travers malgré tout la beauté de ce lieu, la beauté qui est revenue dans ce lieu. Alors, moi je suis une petite main de Mésopotamia. Non, je voulais remercier Pascal pour ce travail extraordinaire, pour avoir eu ce souci, en fait, et c'est ça que je trouve très beau dans ce travail, c'est d'avoir posé un regard émerveillé sur l'Irak, sur ce pays qui était en guerre, qui a été quand même très, très détruit, Pascal l'a dit, par Saddam Hussein, et en fait, dans nos recherches, dans nos déplacements en Irak, etc., on a quand même été marqué par le fait que, oui, le monde entier a tourné les yeux vers l'Irak au moment de Daesh, au moment de ces destructions qui avaient été mises en scène, qui avaient été filmées, qui avaient été diffusées. Mais en fait, ça n'était pas, c'est comme l'a dit Pascal, ça n'est pas le plus grand destructeur du patrimoine irakien. Et en fait, c'est important d'avoir, de redonner cette place à ce patrimoine dans une histoire qui est très, 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 très longue. Et puis de remettre un petit peu aussi de la fierté pour nos amis irakiens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et pour lequel, moi, je remercie beaucoup toute l'équipe de Mésopotamia, Pascal, pour son amour du patrimoine, des vieilles pierres. Voilà, il aura passé des heures dans des endroits pas toujours très safe, hein, voilà, ce qui me donnait parfois des sueurs froides en disant « Pascal, on y va ». Non, je prends une photo. « Pascal, on y va ». Voilà. Et donc, moi, je suis touchée par ce travail parce que c'est un regard positif, c'est un regard bienveillant et dans lequel il y a beaucoup d'admiration. Et voilà, ce que vous allez pouvoir découvrir dans le livre, ce que vous avez peut-être déjà découvert dans le site, c'est toute la beauté que recèle ce pays. Il n'y a pas que des choses belles, c'est comme dans tous les pays. Mais voilà, c'est donner à voir la beauté en Irak et ça fait du bien. Voilà, merci Pascal.